Bonjour Yara. Bonjour Catherine, ça va Dis-moi bien? Yara, Oui, ça va comment avec le corona? c'est la question du jour, n'est-ce pas? Écoute, je me sens un peu comme un enfant. On est un peu, j'ai l'impression que j'ai devant moi quelque chose que je ne maîtrise pas et ça me fait peur, mais en même temps, c'est merveilleux. Je ne sais pas, c'est peut-être étrange, mais j'ai l'impression de regarder ça comme un enfant émerveillé par ce virus en fait, qui nous a fait, toi qui es une fan de théâtre, qui nous a fait un coup de théâtre comme ça. Et tu sais, pour préparer à notre rencontre, j'étais en train de feuilleter un peu ton roman débutant que j'ai ici. Alors, les amis, si vous ne connaissez pas. Et j'ai trouvé là-dedans un passage qui, en fait, j'avais l'impression comme si tu l'avais écrit en pensant à notre confinement mondial et mutuel. En fait, qui dit très bien le titre de ton roman. As-tu envie que je te le lise? J'ai envie de le lire. Peut-être que ça expliquerait mieux ce que j'essaie de te dire. Ça me ferait super plaisir Yara. Alors, il faut toujours, on parle de littérature, donc on va lire. Écoute, il y a ce passage-là où c'est le fameux personnage Nelson qui est historien, archéologue, spécialiste des peuples en fait primaires. Et ici, en parlant des Magdaléniens, il fait une petite comparaison. Et quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, ah, je pense que ça va être la réponse à ta question. Alors, il dit, regardons-nous, avec nos 12 000 ans de civilisation néolithique, nous ne leur arrivons pas à la cheville. Malgré l'accélération spectaculaire produite par la succession d'âges technologiques que nous traversons depuis la révolution industrielle, nous sommes loin d'avoir atteint la plénitude et l'équilibre où les Magdaléniens étaient parvenus après 40 000 ans. Nous avons expérimenté toutes les formes possibles de domination, les uns par les autres, et sommes devenus les prédateurs de nous-mêmes. Nous avons érigé l'accumulation de biens en dogme tout en étant incapables de garantir à nos congénères des conditions de vie dignes et stables. Lorsque nous avons formulé des idéaux, nous les avons trahis. Et il semble qu'aucune réponse spirituelle existante ne soit à la hauteur de nos angoisses et de nos frustrations. C'est pourquoi, comparés aux chasseurs du Magdalénien, je nous considère, nous autres humains qui vivons dans ce 21e siècle naissant, comme de simples débutants. Alors, écoute, j'aurais pu dire la même chose par rapport à ce virus qui vient nous faire ce petit rappel en disant, ah, vous pensiez que vous étiez les maîtres du monde, mais moi, j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus. Je ne sais pas, toi, comment tu vis ça, ma chère? Écoute, je vis ça de deux manières différentes parce que tu sais, je vis un peu deux vies en une. Il y a la femme de théâtre et il y a l'écrivaine. Et la femme de théâtre, le virus la presse de prendre des décisions, 10, 20, 50 décisions par jour. Mon théâtre est fermé, les artistes ne peuvent plus travailler, le public n'est pas là, c'est compliqué. Il faut que j'essaie d'imaginer comment ce sera demain, dans une semaine, 3 mois, à la rentrée. Je sais pas, je vis dans la certitude, mais je travaille, je travaille, je travaille. Et je suis dans le présent et même dans le présent du présent. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que presque ça m'empêche de penser. Je suis obligée de résoudre des problèmes. Je suis obligée de faire face à une situation qui empêche les attroupements. Et le théâtre, c'est l'attroupement. Ça n'existe que quand on est ensemble. Les acteurs sur le plateau ensemble, les gens dans la salle ensemble et tout ce monde-là ensemble. Et moi, on me dit, ça, c'est plus possible. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc le virus, il me fait ça en tant que femme de théâtre. Et dans mon autre vie, qui est la même, mais qui est quand même une autre vie, ma vie d'écrivaine, il me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre, parce que je ne suis pas une écrivaine de l'instant. Je suis quelqu'un qui travaille, qui met du temps. J'aime observer. Donc, c'est ça que je fais. Je ne peux pas prendre la parole publiquement pour dire des choses intelligentes sur cette situation, parce que ça, je ne sais pas faire ça. Donc, ce qui me reste en tant qu'écrivaine, c'est de regarder, d'observer, de me dire que peut-être plus tard, je vais recycler,
parce que mon médium, c'est la fiction. Et donc, c'est ça que j'ai choisi pour me loger dans les interstices du réel et aller le raconter dans toute sa complexité. Et je ne peux pas réagir dans l'instant. Donc, il me fait taire comme écrivaine et il me rend hyper active comme femme de théâtre. Voilà ce qu'il me fait, ce virus. Et je ne vais pas essayer de dire des choses intelligentes dessus et sur ce qui nous fait globalement comme... parce que je crois que je ne suis pas capable. Alors après, oui. Pour revenir à l'extrait que tu as lu, je voudrais le resituer dans son contexte. Tu l'as dit, c'est un archéologue qui parle, c'est un Sud-Africain aussi. C'est un Sud-Africain qui est à la fois un grand savant, qui se penche sur l'histoire de l'espèce et sur l'importance des arts premiers et des arts des grottes, de l'art pariétal. Mais c'est aussi le fils d'un militant. C'est le fils d'un militant sacrifié pendant la lutte contre l'apartheid. Et quand il dit ça, quand il dit « nous avons été incapables », etc., évidemment qu'il fait aussi référence à son histoire. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis d'accord avec mon personnage sur cette histoire de pourquoi nos valeurs ont toujours été celles de la domination, la conquête, etc. Et j'ai l'impression que ce personnage, à ce moment-là, il nous invite un peu à abandonner l'arrogance et à regarder autrement. Et peut-être à se considérer comme des débutants, c'est aussi une chance, c'est-à-dire que au lieu de croire qu'on sait tout, qu'on a tout fait et que c'est la fin du monde, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est le début d'autre chose et que ça pourrait être intéressant. Alors, moi, je voulais aussi, Yara, je suis très heureuse de parler avec toi ce soir et j'aurais bien aimé raconter un peu aux gens qui nous écoutent notre rencontre. Oui, puis comme ça, ils vont savoir qui nous sommes. on va dire bonjour à tout le monde parce que là, on a des gens qui nous écoutent et du Québec et de l'Europe et du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc, mais vas-y. Et santé. Hey, santé à tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, chez moi, il est 20h, c'est à peu près l'heure de l'apéro. Moi, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, il est 14h ici. Je ne sais pas si ça fait un peu alcoolique. Mais non. C'est la convivialité. Fait que là, j'ai choisi le vin blanc. Comme ça, ça passe. Et donc, alors, raconte-moi. Oui, reviens à notre rencontre parce que je pense qu'on a eu une belle rencontre et j'aime bien cette histoire. Donc, on s'est rencontrés à Montréal à l'automne. J'étais venue pour le lancement de ce roman débutant et on ne se connaissait pas. Et on s'est d'abord rencontrés et ensuite on s'est lus. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, en fait, j'étais en fait frustrée parce que je n'avais pas eu le temps de lire ton roman avant ton arrivée. Et j'aime toujours quand je sais que je vais rencontrer une auteure ou une autrice, j'aime lire le roman avant. Et là, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce que j'étais en train d'organiser l'événement auquel tu as participé, qui était l'événement de l'apartheid, la commémoration de 25 ans après la fin de l'apartheid. Et finalement, je t'ai lu. J'étais contente finalement que ça a pris du temps parce que je t'ai lu pendant les vacances en décembre, ce qui peut paraître maintenant comme un moment paradisiaque. J'avais la plage devant moi et c'était le roman parfait pour lire et je suis plongée là-dedans et je m'en sortais pas. C'était extraordinaire. Je pensais que, en fait, voyant que c'était une brique de 600 pages, je pensais que j'allais passer tous les vacances à lire. Finalement, en 4 jours, c'était déjà fini parce que j'arrivais pas à arrêter. Donc, mais toi, comment tu as trouvé Montréal? Est-ce que c'était ta première visite ou Non, j'étais déjà venue avec des musiciens à une époque qui jouaient dans le festival de jazz. Mais non, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que c'était pour moi une parenthèse. C'était le temps des érables en feu. C'était très, très beau. Et puis, c'était aussi la rencontre de toi et des auteurs de Mémoire d'Encrier, donc la maison d'édition qui m'a accueillie et qui est aujourd'hui ma famille d'écrivaines. Donc, c'était un très, très beau moment et qui s'est complété par la lecture du roman de toi que j'ai lu après, moi aussi, j'ai découvert après coup, qui est Je suis Ariel Sharon. Mais pour te présenter, je ne vais pas lire tout de suite un passage de Je suis Ariel Sharon, mais un passage d'un texte que tu m'as envoyé ces jours-ci, qui est un texte inédit. Donc, c'est un cadeau pour vous qui nous écoutez, un texte inédit
de Yara El Gaddam, et qui est un texte très personnel, donc une bonne façon de te présenter. Et tu parles du jour où tu es retourné dans le village de ta famille en Palestine, qui a été ravagé, détruit après la colonisation israélienne. Et à la place, il y est poussé une forêt de pins qui est considérée comme une réserve naturelle. Et voilà ce que tu dis. Une forêt de pins, vite plantée en 1948, règne sur les ruines du village, là où il y avait des maisons, des oliveraies, des grenadiers et des figuiers. Les prés d'enfance de ma grand-mère sont aujourd'hui clôturés, désignés parc national, réserve naturelle et site archéologique israélien. Seuls les débris de la ville romaine et quelques monuments de l'époque des croisés ont été préservés. Les Israéliens ont restauré et présenté les ruines en grande pompe aux touristes et aux pèlerins. Oyez, oyez, ici les traces de Zippori, ancienne métropole commerciale de l'Empire romain. Là-bas, le jeune Jésus-Christ pratiquait son métier de charpentier le jour avant de rentrer à Nazareth le soir. Venez, marchez dans les pas du divin enfant. Les pieds de ma grand-mère sont plus petits que ceux de Jésus-Christ, mais ses pas enjambent les générations et les continents. Pour marcher dans ses souliers et ceux de mes ancêtres, j'ai dû naître et vivre réfugié dans plusieurs pays, migrer vers l'hémisphère sud puis vers l'hémisphère nord, apprendre, désapprendre l'amour, la haine des gens, apprivoiser la neige, la glace, les lacs, ne plus pleurer la mer, ni le sel, ni le désert, accepter que l'on puisse voyager par choix et non par nécessité, me rappeler avant chaque embarquement que je reviendrai. Fini les adieux à jamais. Alors, c'est comme un autoportrait, et un autoportrait qui peut-être explique ou pas, tu vas me dire ce que tu en penses, pourquoi l'exergue que tu as mis avant qu'on entame la lecture de « Je suis Ariel Sharon », c'est à celles et ceux que l'histoire empêche d'être ordinaires. Oui. Ah ben merci pour la lecture. En fait, je t'avais envoyé ce petit texte justement parce que j'avais lu un extrait dans ton roman et ça m'avait pensé à ce texte-là. J'ai dit, tiens, je vais l'envoyer à Catherine. Et c'est ça, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, que le virus, c'est comme si ça m'a retourné à l'enfance. Parce que une chose qui m'a beaucoup préoccupée et qui me préoccupe encore, c'est quand on a la chance ou le malheur d'avoir une histoire qui est en fait plus grande que nous. En fait, toutes les histoires sont plus grandes que nous. Mais dans ce cas-ci, par rapport à la Palestine, il y a tellement de mythes qui sont associés à la Palestine, j'appelle des mythes dévorateurs, que j'avais toujours l'impression que mon histoire ne m'appartient pas. En fait, ou du moins, il faut que je la partage. Il faut que je la partage avec des milliards de gens. Et donc, quand tu es associé à un pays qui est un pays de miracles, un pays de prophètes, un pays... En fait, la chose la plus difficile, c'est d'être ordinaire. Et ça m'avait beaucoup travaillé en travaillant en Sharon parce que, en fait, même disons le discours fondateur de l'État d'Israël, c'est que c'est la terre promise et que c'est un miracle. Ce pays est un miracle. Donc, à un moment donné, le personnage de Rita lui pose la question, que serions-nous si nous étions des gens ordinaires? Et lui, il refuse ça. Il dit non, parce que c'est une sentence de mort dans ce pays-là, qui est un pays où la norme, c'est les miracles. Et j'ai pensé beaucoup à ça justement par rapport au virus, parce que tout à coup, on est face à quelque chose qui est plus grand que nous, et face à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas posséder. On ne peut pas posséder ce virus, on ne peut pas le maîtriser. Et même cette idée d'être asymptomatique et en fait, de se promener avec ce virus sans même le savoir, il y a quelque chose de très, en fait, qui nous met un peu face à nos limites.
Mais il y a comme un aspect de mystère là-dedans, et presque miraculeux là-dedans, qui drôlement, étrangement, me rassure. Et je parlais à ça avec une amie Dalila, si elle est en train de m'écouter, et on parlait de l'angoisse et tout ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, ça me rassure de savoir que Dame Nature, la force de la nature peut, en un clic, en un clin d'œil, arrêter tout. Arrêter tout et nous rappeler que non, là, c'est fini. Et c'est comme si elle nous disait, mais vous qui pensiez faire la révolution, là, les penseurs critiques et tout ça, vous voulez la révolution, ça fait combien de décennies que vous voulez faire la révolution? Mais moi, je vais vous montrer comment on fait la révolution. Et là, du coup, tous ces maîtres capitalistes sont en train d'adopter des politiques socialistes. Tout à coup, tout le monde veut faire le revenu de base universel. Et qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris 2 mois. Et il y a quelque chose là-dedans qui me fascine et qui me rassure de savoir que le changement peut être aussi rapide et qu'en fait, il y a une force qui est encore plus grande que nous. Et donc, il y a, ce qui veut dire pour moi, comme écrivaine, qu'il y a encore du mystère dans le monde. Il y a des choses qu'on n'a pas encore atteintes comme être humain, et c'est tant mieux. Et ça me donne, ça nourrit mon imaginaire. Ça me donne, au contraire, de l'oxygène. C'est bizarre, on est en confinement, mais j'ai l'impression que j'ai plus d'oxygène à cause de cette constatation-là. Je ne sais pas, est-ce que je suis folle, Catherine? Je te trouve quand même assez gentille avec ce virus, parce que tu dis, voilà, tu nous parles de tout ce qui se passe et qui ne se serait pas passé sans lui. Je suis assez d'accord avec ça. Il a une puissance de changement et de transformation qui nous dépasse, mais aussi il révèle, il nous révèle, c'est-à-dire il révèle qui nous sommes et nos limites et aussi nos noirceurs, il me semble, quand on se bat pour des masques ou je sais pas quoi. Et il me semble aussi que dans tout ce concert de prise de parole qui nous assourdissent d'une certaine manière, il manque des voix. Il manque des voix. Je n'entends pas la voix des quartiers populaires, je n'entends pas la voix des pays pauvres. Il y a beaucoup de voix que je n'entends pas. Et je me demande un peu si il ne manque pas des voix pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Et ça m'amène à te parler des voix. Est-ce que tu entends des voix, Yara? J'entends. Je pense que tous ceux qui écrivent entendent des voix. Non, plus Oui, sérieusement, c'est vrai qu'on parle aussi de ton roman, parce que une des choses qui me déplaît, moi, dans ce virus, il y a des choses qui me déplaisent chez lui, c'est qu'il nous oblige à penser à lui et à ne penser qu'à lui. c'est ça. Et j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense, surtout quand je suis incapable de le faire correctement. Donc, la littérature a, par moments, elle permet aussi d'échapper à sa tyrannie. C'est un virus tyrannique. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle aussi de littérature et qu'on parle de ton livre que j'ai tellement aimé. Écoute, mais je voudrais te dire, Yara, que oui. de la même façon que je trouve un peu gentille avec ce virus, je trouve un peu gentille avec Ariel Sharon. Je savais que ça allait venir. Je suis Ariel Sharon et que tu vas creuser dans sa généalogie, son enfance, les voix des femmes qui l'ont aimé, pour nous raconter cet homme qui, pour moi, est l'incarnation du monstre. Oui, tu m'avais écrit une belle lettre là-dessus en plus. On a parlé de ça un petit peu. Je me souviens, je t'avais dit, et peut-être que, tu sais, tu as raison, en fait. Je suis peut-être, je ne sais pas, trop positive et tout ce que tu dis est tellement vrai. Et l'idée, c'est pas d'effacer toute la souffrance que ce virus-là cause, mais je te dis, je vais le regarder comme je regarde. Oui, on trinque. Et on me dit qu'il nous trinque aussi, nos amis qui nous écoutent. Alors, à votre santé. Mais je vais peut-être traiter ce virus-là comme j'ai traité Ariel Sharon. Très bien. Dans le sens où
D'abord, ce personnage, en fait, j'ai commencé à l'écrire, il était dans le coma, donc en fait, il était déjà mort, mais dans ma tête, dans le roman, il est dans le coma. Et je me suis dit, mais quelle satisfaction y aurait-il que je me mette à l'attaquer alors qu'il est dans le coma? Il peut même pas me répondre, tu vois? Il y avait quelque chose comme une tricherie là-dedans. Et c'est pas comme si maintenant qu'il est mort, que si je me mets à m'acharner sur lui, que ceux qui l'a tué et ceux qui ont souffert à cause de lui vont pouvoir en fait revenir à la vie. Alors, il y a une expression en anglais qui est kill them with kindness, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis très consciente et je pense que la même chose, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Débutant, parce que je pense qu'on est très conscient de notre position, de notre posture de femmes qui écrivent. Et dans mon cas d'une femme palestinienne en exil, je vais te laisser parler pour toi, mais tu m'en as déjà parlé, toi comme femme française, blanche, tu sais, qui écrit l'Afrique du Sud en partie. Et étant consciente de cette position-là, je sais aussi où est-ce que les gens m'attendent. Et avec le temps, je dirais que j'ai maîtrisé à peu près tous les discours par rapport au conflit palestino-israélien. Okay? Je les connais tous par cœur presque. Et je dis pas ça par arrogance, je dis ça par simple, j'ai été tellement bombardée par ça de tous les côtés. Donc, je sais où sont les pièges. Et ça me tentait pas de tomber dans des pièges que je voyais déjà d'avance. Ça me semblait que j'ai l'impression que l'acte d'écrire, il est plus fort que ça. Donc en écrivant Ariel Sharon, je trouvais que c'était trop facile. C'est trop facile d'être, en fait, de dire ce que les gens savent déjà de lui. C'est que oui, c'était un homme violent, extrêmement violent, et qui a laissé enfin un héritage de mort, vraiment un héritage de mort. Et mais l'idée, c'est que est-ce que quand on écrit, il faut qu'on soit toujours dans cette position de puissance, de volonté de puissance, ou est-ce qu'on peut en fait laisser l'écriture aussi nous écrire et nous transformer? Et c'était l'une des choses que j'ai tout de suite senti en te lisant. Et je me demande si l'écriture des femmes a ça aussi en commun. C'est-à-dire qu'on se laisse travailler, on se laisse déplacer par l'écriture. Moi, je sentais que les personnages mais vraiment, ils t'ont traversé, toi, en tant qu'auteur, en tant que femme. Et je voyais le déplacement, je voyais le regard qui se questionnait. Et s'il y a une chose que j'ai appris de l'anthropologie, qui était comme mon autre vie, c'était que, en fait, toute critique, pour moi, n'est pas une véritable critique si elle n'est pas accompagnée par une sorte d'autocritique ou d'autoréflexion. Et je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire à travers le roman. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai été trop gentille. Je me pose la question. Je ne sais pas. Et j'ai eu des cauchemars par rapport à ça. Je te l'avoue. Là, je te fais une réponse très élégante, très éloquente. Mais en fait, c'est un peu de la bullshit parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a d'autres. Et en fait, c'est les lecteurs qui jugeraient de ça. Et si tu trouves que j'ai été peut-être trop gentille, c'est peut-être que c'est vrai. C'est aussi ton droit de lectrice. C'est aussi une provocation pour t'amener à Oui. du travail que tu fais, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Mais tu vois, des voix, qui est une de mes obsessions aussi, et dans la manière de laisser le lecteur décider et de ne pas vouloir lui faire penser quelque chose que tu as déjà pensé avant lui, tu vois. Et oui. sur un sujet aussi difficile qu'Ariel Sharon, je trouve que tu as pris des risques énormes en tant que Palestinienne de faire ce qui pour moi est aussi presque un exercice spirituel de mise en présence de la polyphonie du sens. Et c'est pour ça que je t'ai taquinée quand je disais tu étais trop gentille, parce que je trouve que c'est une entreprise périlleuse, mais très courageuse et que j'admire énormément, bien sûr. Mais écoute, mais toi, en fait, je pense que je peux te renvoyer carrément la question parce que j'étais, en fait, j'étais fascinée parce que pour ceux qui n'ont pas lu le roman, et il faut vraiment le lire, hein, les amis, donc, parce que c'est vraiment un roman extraordinaire.
Il y a là-dedans, d'abord, il y a Nelson qui, tu l'as dit, c'est un Sud-Africain. Et à travers lui, il y a toute l'histoire, en fait, de l'apartheid et des enfants, en fait, des enfants de l'apartheid, des orphelins, je dirais même, de l'apartheid. Mais il y a aussi l'histoire de Peter, qui est un traducteur britannique et qui est homosexuel. Et puis, en fait, il y a une histoire d'amour, mais passionnée dans ce roman-là, entre Peter et Marcus. Et je t'avoue, je lisais ça et je voyais comment tu t'écrivais les scènes d'amour et je me disais, waouh, waouh, j'étais vraiment, comment tu t'es arrivé à entrer dans la peau de ces deux hommes et, et de toucher à quelque chose qui, pour moi, sentait vraiment très humain et très vrai, sans prétendre savoir qu'est-ce que c'est l'amour homosexuel. Mais on sent quand il y a quelque chose de très vrai. Et ensuite, il y a cette Magda, cette figure absolument hallucinante, cette femme qui, en fait, qui est au cœur du roman. Et il y a un passage pour revenir à l'histoire, il y a un passage dans le roman parce que Magda, donc, elle appartient à cette famille de Polonais qui avaient été exilés pendant la guerre. Et là, après la guerre, ils reviennent en Pologne en pensant qu'il allait construire en fait le nouveau pays communiste, puis avec plein d'idiots et plein d'espérance. Et finalement, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ce qu'ils découvrent, qu'en fait, ils prenaient la place d'Allemands qui, eux, vivaient dans leur ville et qui, du coup, maintenant qu'après la guerre, et en fait, tous les Allemands étaient des persona non grata, ont chassé de la Pologne. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qui est extraordinaire avec la littérature. C'est qu'on peut, tu parlais de voix tout à l'heure, on peut entendre des voix que l'histoire officielle qui est écrite par les vainqueurs refusera de nous faire entendre. Parce que ça nous met trop mal à l'aise, parce que comment ça humaniser un Allemand tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale et tu vois, il y a une scène extraordinaire où ils entrent dans l'appartement et puis ils voient les restes, en fait, parce qu'il y a la famille allemande qui était avant eux, venait tout juste de quitter, mais puis ils avaient peut-être 1 heure pour chercher toutes leurs affaires et ce qui restait, c'était les traces. Et moi, ça m'avait donné vraiment des frissons. Des frissons parce que je sais qu'est-ce que c'est aussi, être forcé de quitter comme ça. La seule, en fait, ce que tu pensais était chez toi, ce que tu pensais était ta maison. Et les Allemands qui n'avaient pas été chassés tout de suite après, qui, en fait, qui vivaient dans la peur en ne sachant pas quand est-ce qu'ils seraient chassés. Donc, j'aimerais, en fait, tu as donné tellement de place à ces personnages-là. Et je me suis posé la question, donc là, c'est moi qui va te provoquer, madame. Est-ce que, parce que la différence entre ton roman et le mien, là, c'est que moi, ça fait à peine 100 pages, et toi, c'est comme 6 fois plus. Et je me suis posé la question, est-ce que tu prenais tellement de temps, et tant mieux pour nous, les lecteurs, parce que tu sentais justement qu'en tant que femme blanche, tu devais, en fait, tu sentais cette responsabilité de creuser et creuser et creuser et creuser, comme pour aller chercher une certaine autorité ou légitimité pour représenter ces personnages-là qui, aucun ne te ressemble, en fait. Ou peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas, tu me le diras. Ça, je ne dirais pas. Oui, j'ai essayé. Écoute, merci d'abord pour cette lecture qui me touche énormément. Et ce que je pourrais dire d'abord, si tu me dis donner du temps à ces personnages, peut-être pour des questions de légitimité et tout ça. La légitimité, je l'ai pour aucun des personnages, parce que les 3 que tu as évoqués, il y a donc un Sud-Africain noir qui est un savant archéologue. Je ne suis pas noire, je ne suis pas homme, je ne suis pas sud-africaine, je ne suis pas savante et je ne suis pas archéologue. L'anglais, c'est un homme homosexuel traducteur, je ne suis rien de tout ça. Et Magda, dont tu as parlé, c'est une jeune Polonaise qui a grandi dans la Pologne communiste, derrière le rideau de fer. Et évidemment que moi, je n'ai pas vécu ça, puisque je suis une Française de province. Je suis née en Normandie. Aujourd'hui, je vis à Nantes. Et bon, j'ai vécu en Afrique du Sud et en Pologne, mais j'étais toujours française là-bas. Et j'ai vécu 4 ans dans chacun de ces 2 pays, un moment où je travaillais là-bas. Mais je ne peux pas dire pour autant que je suis polonaise ou sud-africaine, même si ces jours-là m'ont profondément transformée.
Mais là où tu poses, tu mets le doigt sur quelque chose de très important quand tu parles des épisodes historiques qui ne sont pas l'histoire qui est racontée par les vainqueurs. C'est vrai que moi, je suis totalement fascinée par la manière dont l'histoire nous constitue, c'est-à-dire à quel point nous ne sommes pas entièrement, alors qu'on voudrait le croire, on voudrait être sûr de ça, décideurs de nos destins. C'est-à-dire, je suis bouleversée en fait par ces histoires humaines, individuelles, personnelles, qui ont été brisées ou ne serait-ce que changées, transformées par la puissance de faits historiques qui ne dépendent pas des gens, en tout cas pas de ceux qui les subissent. Et je dois dire que le fait que j'ai vécu dans d'autres pays que la France m'a fait me prendre conscience du fait, vous allez rire, hein, mais quand même, que la France n'était pas le centre du monde. Parce que je peux imaginer tous les emojis là qui sortent. Non, mais je ris, mais en même temps, je pense que si on est marocain, on pense que le Maroc est le centre du monde. Si on est québécois, on pense un peu que le Québec est le centre du monde. Si on est sénégalais, eh ben, on pivote autour de la question du Sénégal, etc. C'est-à-dire que on est né là où on est né et on est prisonnier du point de vue de notre lieu de naissance jusqu'à ce qu'on ait connu l'exil. D'ailleurs, mon roman est dédicacé à mes chers exilés. Et donc, moi, ces voyages qui sont pas du tout comparables à des déplacements forcés tels que toi, tu l'as vécu, des exils de réfugiés, Yara. J'essaie pas du tout de dire que j'ai vécu la même chose que toi, parce que j'ai bien conscience que c'est pas du tout pareil. Mais c'est une expérience du décentrement qui m'a fait voir le monde autrement et qui m'a fait découvrir des épisodes de l'histoire du monde que j'ignorais absolument, que ce soit de l'histoire polonaise ou sud-africaine, et aussi sortir de la geste épique, si on peut dire, que parfois l'histoire, c'est-à-dire quand on raconte l'histoire de France, bon, il y a les histoires des Gaulois, Napoléon, tout ça, c'est toujours la question de la grandeur, de la nation. Et alors aujourd'hui, la plupart des histoires tournent autour des Français, la résistance, le peuple libre, etc. Mais ce sont des mythologies, de mon point de vue. Ce sont des mythologies reconstruites après coup pour faire peuple, faire nation, aider les gens à sentir qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais quand on va regarder, quand on va chercher un peu dans les archives et d'autres histoires que la nôtre, on s'aperçoit qu'il y a des tas de grands épisodes historiques qui ont bouleversé la vie de centaines de milliers de gens et plus, dont on ignore tout. Et l'histoire de Magda et de cette double émigration polonaise dont tu parles, j'ai eu envie de la raconter quand je l'ai découverte en Pologne. Je n'en avais jamais entendu parler. De cette histoire de Polonais qui avaient émigré en France dans les années 20 et donc grandi, qui avaient vécu 20 ans en France, qui avaient eu des enfants en France, qui étaient des enfants français, et qui, en 1946, ont décidé de retourner en Pologne parce qu'ils croyaient dans l'utopie communiste. On leur a pris leur passeport à la frontière, on les a installés dans la maison d'Allemands qu'on venait de chasser. Ils ont été confrontés à la brutalité de l'histoire et ils ont pensé qu'ils étaient trompés, mais c'était trop tard. Et ils ont dû continuer leur vie là-bas, alors avec le sentiment très profond qu'ils venaient de commettre une erreur irréparable. Et je me suis posé la question, et là, évidemment, ces épisodes ont une puissance romanesque énorme. Je me suis dit, mais ça ferait quoi d'être né dans une famille comme ça? Une famille qui aurait d'abord émigré en France, qui aurait vécu dans la nostalgie d'une France totalement fantasmée, en plus mythologisée, et qui aurait regretté ce retour en Pologne, etc. Donc, ça fait des situations évidemment complexes, mais aussi romanesques, fantasmatiques, où le rêve et la réalité s'en mêlent. Et ça, c'est quelque chose qui me semble, bon, évidemment, très puissant sur le plan romanesque. Et pour Nelson, évidemment, l'histoire de l'Afrique du Sud, quand on est français ou même québécois, on la connaît pas très bien, mais on a entendu parler de Mandela et on connaît la geste épique de la libération, l'ANC, Soweto, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait des enfants de ces héros sacrifiés? Comment ça fait d'être le fils d'un héros et de vouloir être à sa hauteur et de ne
pas sûr, de n'être jamais sûr d'être assez bien pour être à la hauteur de son père, le héros. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a animée. Et quand tu dis, est-ce que tu as peur de ne pas être légitime, tu as fait tellement creuser ces histoires? Peut-être, tu as raison. J'admets, j'accepte. J'accepte la question. Mais c'est tant mieux parce que ça crée pour nous des univers extraordinaires. Mais et écoute, je vois l'autre raison pour laquelle j'ai tellement creusé ça, c'est qu'il n'y a rien que j'aime tant qu'écouter les histoires des gens, et surtout quand ils ne me ressemblent pas. Et donc, pour mener à bien ce roman, qui m'a quand même pris 10 ans à écrire, j'ai passé énormément de temps à faire des enquêtes, donc des enquêtes dans des livres, dans des archives et tout ça, mais aussi beaucoup d'enquêtes qui consistaient simplement à aller voir des gens et à leur dire « Bonjour, je m'appelle Catherine, j'écris un roman, c'est mon premier roman publié, donc je n'en avais jamais publié. J'aimerais beaucoup écouter votre histoire, est-ce que vous voulez me la raconter ?» Et tout de suite, ils me disaient « Oui ». Et on a pu passer 3 heures, 4 heures, 5 heures comme ça, uniquement avec ce point d'entrée. Et ça, vraiment, j'adore. En fait, tu as fait l'anthropologue, parce que c'est ça ce qu'on nous apprend, d'aller parler avec les gens et leur poser, puis écouter, surtout écouter. Écoute, on a des questions. Est-ce que tu as envie de voir les questions qu'on reçoit de nos écouteurs? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, il y a une question qui dit « L'acte d'écrire des femmes peut-il être plus fort que toutes les propagandes qui divisent nos sociétés ?» Je te laisse répondre, Yara. Oh non! Je viens de parler un peu longtemps. Je pense que la question, c'est en réaction à ce que… Un peu. Oui. Est-ce que… Merci beaucoup pour la question, elle est belle. Et je viens de perdre mon… Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je pense que ça a rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on écrit en tant que femme, et là, vraiment, je prends un grand risque parce qu'il ne faut pas généraliser, mais moi, en tout cas, je vais parler de moi, là, je ne vais pas prétendre parler de toutes les femmes. Je crois qu'il y a une volonté de décentrement, et parce que justement, on a été tellement conditionnés à ne pas être le centre du monde, tu vois. C'est un peu le revers de la chose, et qui nous peut-être permet d'entrer dans des recoins de l'humanité que une posture en fait très, je dirais, très, moi je ne sais pas pourquoi j'ai le mot volonté de puissance, cette idée que tu peux créer un monde à travers ton roman et être Dieu de ce monde-là en tant qu'auteur. Et je pense que ça crée des limites. Et on parlait, il y avait une chose que nous partagions, toi et moi, on en a parlé la semaine dernière, c'était cette idée d'une littérature qui est engagée, mais qui ne donne pas de leçons. Et peut-être qu'il y a là une autre interprétation de qu'est-ce que c'est l'acte d'écrire une écriture engagée. Et je me demande si le fait qu'on soit femme a quelque chose à voir là-dedans, qui est un engagement qui n'est pas là pour sermonner, mais qui permet d'être soi-même déplacé par l'écriture. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, Catherine? Parce que je veux dire, on parle souvent, par exemple, d'une lecture de roman qui nous a complètement, on va entendre ça a changé ma vie. Il y a un avant et un après avoir lu ce roman-là. Je pense qu'on oublie que ce sentiment-là, ça s'applique aussi aux écrivains. Moi, je sais qu'il y a un avant et un après avoir écrit Ariel Sharon. Tu vois? Et pour moi, la marque d'un véritable acte d'écriture, c'est ça. C'est quand le roman que tu as écrit te change toi aussi comme auteur. Tu ne restes pas là à ta place, comme si tu étais la référence centrale. Oui, c'est ça. C'est comme si c'est toi qui détenais la vérité. Et moi, ce qui parfois j'aime moins avec justement la littérature qui est ouvertement politique et tout ça, c'est que justement, on a l'impression que on a une voix qui se prend pour la vérité et qui ne se déplace pas du tout. L'idée, c'est de déplacer tout le monde vers toi. Je ne sais pas si le changement se passe de cette façon-là. Qu'est-ce que tu penses, toi?
La question, c'est une vraiment belle question qu'on nous pose, elle est difficile. L'acte d'écrire des femmes peut-il être plus fort que toutes les propagandes? J'aurais du mal à dire oui, c'est-à-dire que la propagande a des outils que nous, écrivaines, nous n'avons pas. Des outils de nombre, de puissance et tout ça. Donc, bon, mais le texte littéraire, il touche les gens dans leur intimité et pas dans la publicité. Donc, ce sont deux ordres des choses qui sont assez différents. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, Yara, quand tu m'avais dit l'autre jour qu'effectivement, une certaine littérature militante essaie de déplacer le lecteur. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est quand ton écriture te déplace toi, c'est-à-dire quand tu prends toi le risque, parce que si toi tu prends le risque, alors tu emmènes le lecteur dans un risque qui est beaucoup plus intéressant qu'une leçon politique, idéologique, et qui finalement retombe dans la propagande. Et peut-être pour répondre à cette question, moi je reviendrai sur, et moi en riant un peu moins que tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu entendais des voix, sur la question des voix dans le travail qu'on fait comme écrivaine, puisque aussi bien toi que moi, on est très attentive aux voix, c'est-à-dire pas à la nôtre. Moi, par exemple, ce qui me plaît, ce qui est pour moi, c'est pas que ça me plaît, la nécessité que j'éprouve à écrire, c'est justement celle de m'extraire du monde qui est le mien, qui est un monde réel, très prégnant, très puissant, qui m'oblige énormément. J'en ai parlé au début tout à l'heure quand j'ai expliqué comment, dans ma vie de femme de théâtre, le corona me commande, il me demande de faire des choses, il m'oblige à travailler énormément. Et dans ma vie d'écrivaine, il y a tous ces dont j'ai parlé tout à l'heure, la recherche, l'écoute, les témoignages, le recyclage. Mais quand je me mets dans l'état d'écriture, c'est plus moi qui décide. Et ça, c'est un bonheur très puissant de se sentir écrite, comme tu le disais tout à l'heure, par quelque chose qu'on a tellement nourri, travaillé, parce que c'est pas non plus surnaturel, mais c'est quelque chose qui, à un moment, prend possession de vous et vous oblige. Et je me souviens, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est parce que ça me donne envie de. Tu te souviens quand tu étais à Montréal et à un moment donné, quelqu'un te parlait de Peter, le traducteur. Et tu disais justement, pour rebondir sur ce que tu disais qu'en fait, au départ, Peter, pour toi, était un personnage secondaire. Oui. Et c'était comme s'il s'était imposé. Exactement. Il s'était imposé, puis il t'a amené dans des lieux où, en fait, tu n'avais pas pensé que tu allais y aller. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, j'avais imaginé cette histoire comme la rencontre des deux personnages dont tu as parlé, dont nous avons parlé, cet archéologue sud-africain qui arrive en France pour l'ouverture d'un grand musée de préhistoire, et cette jeune femme polonaise qui, dans le même village, en Dordogne, tient une chambre d'hôte, parce qu'elle est arrivée il y a quelques années pour refaire sa villa, elle est divorcée, elle a un enfant, etc. Et c'était une histoire d'amour dont je m'étais dit, tiens, il va y avoir un témoin, quelqu'un qui va la raconter, qui va la magnifier, et ça va être un Anglais, parce que la Dordogne regorge d'anglais, et ça va être un traducteur, parce que bon, ça me permettait de parler un petit peu de ma passion de la littérature. Et puis ce personnage que j'avais vraiment imaginé comme un personnage secondaire et un faire-valoir des deux autres, il s'est pas laissé faire. Et il m'a coûté 100 pages et donc probablement 2 ans de travail. Donc, effectivement, mais je voudrais peut-être relire un texte à toi, Yara, pour parler de ça, cette question des voix et de la polyphonie des voix. Alors, attends, je trouve mes papiers. Hein. Ah bah il est là, je l'avais mis là, juste bien comme il faut. Parce que, comme je le disais tout à l'heure dans « Je suis Ariel Sharon », tu donnes la parole à Ariel, Arik, mais il est sur son lit d'hôpital, il ne comprend plus très bien ce qui lui arrive, et en tout cas, il ne peut plus communiquer avec les gens qui l'entourent, ses amis, etc. Et tu donnes aussi la parole à des femmes, uniquement des voix de femmes, qui l'ont regardé, chéri, constitué peut-être aussi d'une certaine manière sa mère, ses femmes, et puis une autre, dont on ne sait pas très bien qui c'est, cette Rita. Et je voudrais lire un passage où Rita parle. Je suis elle et elle. Golda, femme fer. Hannah, femme lumière.
Rita. Poème, voix, je suis. Guerrière, philosophe, guérisseuse, celle qui te lit des livres sur ton lit de mort. Je suis toutes les vies belles et perverses qu'enfante ce pays. Je suis oiseau prédateur et rossignol mélodieux, jument blanche et jument noire. À force de côtoyer la mort, j'ai maîtrisé les esprits des hommes. Ne dis plus rien, Arik. J'entends la langue secrète des yeux. J'aime beaucoup ce texte parce que je trouve on entend la poésie de ta langue. Et cette voix un peu mystérieuse, elle m'intrigue. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu as travaillé sur justement ces voix qui accouchent d'une certaine manière d'un Sharon qu'on ne connaissait pas. Ouais. Merci d'avoir lu le petit extrait. Tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait justement de Peter et la même chose m'était arrivée avec Vera, la mère de Ariel Sharon. Et quand j'ai commencé à lire, en fait, j'ai fait comme toi, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée en fait, dans le lieu où il a grandi, qui, en fait, par un hasard étrange, était à 5 minutes de chez le village de mon mari. Donc, c'était très bizarre parce que quand il parle, parfois, dans sa biographie, qu'il y avait les villageois arabes en fait, qui lui faisaient peur et tout ça, je me disais, ah oui, c'est le village de mon mari, ça. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est qu'avec Vera, je pensais que j'allais simplement écrire un petit peu l'histoire de sa mère et simplement comme, tu sais, donner un contexte. Et finalement, je suis tombée amoureuse de cette femme-là. Et j'étais tellement tombée amoureuse de cette femme-là qu'à un moment donné, j'ai failli vraiment, le roman a failli dérailler complètement et que ça allait être l'histoire de Vera. Et il fallait vraiment que je me fasse violence pour me dire non, il faut que tu restes quand même sur. Parce qu'à un moment donné, je me disais, je me demande si je suis en train de m'évader un petit peu, de chercher un prétexte pour ne pas parler d'Ariel Sharon. Et finalement, une fois que je me suis laissée, en fait, emporter par Vera, après ça, je me suis dit, bon, mais tant qu'à le faire, je vais me laisser emporter par Golda. C'est Golda Meir qui avait dit que les Palestiniens n'existent pas et que je découvre après qu'en fait, elle avait un amant palestinien. Tu vois? Et ce sont toutes ces histoires-là qui, pour moi, viennent casser, mais vraiment, et puis qu'il avait soutenu en plein, tu sais, dans les années 40 et tout ça. Et il savait très bien qu'est-ce qu'elle était en train de faire, mais il l'aimait tellement comme femme, il ne pouvait que l'admirer. Tu vois? Et je me suis dit, mais quand tu es face à des histoires tellement complexes et tellement riches, j'ai pas le droit de les réduire. Je ne peux pas les réduire. Et c'est là, et je me dis, mais si je le fais pas dans la littérature, où est-ce que je vais le faire? Parce que certainement, tu vas pas entendre ça. Tu vas pas entendre ça dans les manuels d'histoire, ni dans les propagandes, ni dans les. Et c'est d'ailleurs à travers un roman que j'ai découvert que Golda Meir avait un amant palestinien. Tu vois? Et une fois que tu entres dans ces voies-là, c'est comme tu le dis, c'est trop beau, c'est comme entrer dans le secret, dans des secrets. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais t'as pas plus envie de sortir et t'as plus envie de trahir ces personnages. Et tu es poussé par quelque chose qui est plus fort que toi, qui est plus fort que ton ego et ton histoire à toi. Et c'est pourquoi c'est tellement addictif d'écrire. C'est une salvation, c'est vraiment une genre de salut. Ça te permet d'échapper à tes propres prisons, je pense. Je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai eu. Il y a une place, justement, parce que tu m'as lu, moi aussi, j'ai des choses pour toi. Et, je t'ai préparé, Madame Catherine Blondeau, hein. Et, si le passage parlant de voix, le passage sur Marcus, par exemple, l'histoire d'amour avec Marcus, moi, ça m'a tellement touchée.
Et là, tu vois donc Peter, ce British, un peu discret, un peu timide, et il rencontre cet homme absolument exubérant qui s'appelle Marcus, qui était, je pense, un musicien où il fait du DJing. Et là, il parle de comment il tombe amoureux de cet homme-là. Et je pense que ça renvoie très bien à ces voix-là, comment tu es arrivé à faire entendre ces voix. Peter n'a jamais rencontré d'homme qui parle autant que Marcus en faisant l'amour. Un vrai moulin. Il commentait, réclamait, énonçait ses désirs et disait son plaisir en usant d'un répertoire argotique extrêmement étendu. Une sorte de poète obscène. Peter trouva qu'il avait le sens du mot juste et eut envie de le revoir. Il lui donna rendez-vous le lendemain, puis le surlendemain. Il eut envie d'en savoir plus sur ce garçon qui faisait un usage si affolant de sa liberté. Il eut envie de connaître chaque détail de sa vie, de glisser ses oreilles sous son casque, de le voir s'endormir et se réveiller, de goûter encore et encore le parfum de sa peau. Il eut envie de lui lire les poèmes de Pasolini, de lui faire découvrir le cinéma de Cassavetes, les romans de Marguerite Duras et la musique de Bach. Il eut envie d'être heureux quand Marcus passait chez lui à l'improviste et le dérangeait dans son travail, quand Marcus l'appelait à tout bout de champ, quand Marcus l'invitait à le rejoindre pour un brunch le dimanche en sortant de boîte. Il eut envie de le protéger, il eut envie de s'inquiéter pour lui, il eut envie de pleurer à l'idée qu'il le quitte. Bref, 1 mois plus tard, Peter avait oublié tous ses principes de prudence. Il était fou amoureux de Marcus. Et tu vois, tu lis ça et en fait, on s'en fout. Ils sont gays, ils sont hétéros, ils sont n'importe qui a vécu ça, ce sentiment. Il se reconnaîtrait là-dedans. Et j'entendais son cœur battre à Peter dans ce passage-là. Et ces voix-là, je ne sais pas, comment là, je te repose la question, comment toi, tu les as retravaillés? Quel était ton processus, en fait, pour aller les chercher, ces voix-là, et leur donner cette vie-là? Bon, après, raconter comment on devient amoureux, c'est pas si difficile quand même. Qui n'est pas tombé amoureux dans sa vie une fois d'un homme, d'une femme, peu importe. Donc, ça me semble pas être le plus difficile. Enfin, Mais écoute, en tout cas, là, il y a une question qui a rapport à ton roman, justement, et je pense que c'est à cause de ça, ta capacité d'entrer dans ces voies-là. Et la question, c'est le roman débutant de Catherine Blondeau, un premier roman et finaliste au prix des libraires. Hein? Un détail important en France. Donc, finaliste au prix des libraires en France. Alors, tu sais. Et là, est-ce du vaudou? Est-ce qu'on peut deviner qui a posé cette question? Ah, ça c'est... Bonjour Rodney. Alors, est-ce du vaudou, madame? Mais écoute, moi je pense que c'est Rodney mieux placé que nous pour savoir si c'est du vaudou. En tous les cas, j'ai été très surprise de ça et j'en suis vraiment très heureuse, à la fois pour le roman, pour la maison d'édition, pour moi, mais vraiment autant pour cette... Mais est-ce que tu t'y attendais, sérieusement? Comment? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que ce roman reçoive cet accueil-là? Déjà, je savais même pas s'il était publiable, tu vois. J'ai tellement travaillé en cachette pendant plus de 10 ans pour l'écrire. Donc, je suis une jeune romancière timide. Ah, timide, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Pas une bête à concours et quelqu'un qui concourt pour les prix. Donc, écoute, on nous dit qu'il nous reste 5 minutes, ça passait comme un clin d'œil. Écoute, il y a propose qu'on termine en citant d'autres auteurs que nous-mêmes. Ah oui, quelle bonne idée. Oui, oui. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fait qu'on aime parler de ce qui n'est pas nous. Donc, je te laisse réfléchir et moi, je vais vous citer une très courte phrase de Mia Couto, qui est un auteur du Mozambique. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique et aux littératures africaines au sens large. Donc, Mia Couto, le Mozambique. Mozambique, c'est un pays de l'Afrique australe qui se trouve tout à fait au nord, enfin, qui jouxte l'Afrique du Sud. C'est un pays qui est au nord et sur la côte de l'océan Indien, qui autrefois a été colonisé par les Portugais, donc qui est resté lusophone. Et Mia Couto est un auteur mozambicain que j'adore, qui vient de publier
un roman fleuve absolument magnifique qui s'appelle Les Sables de l'Empereur. Et c'est mon roman du confinement. Je l'ai commencé le 6 mars et je l'ai fini hier. Donc je vous fais cadeau de cette petite phrase qui, pour moi, nous ramène aussi au coronavirus, mais d'une autre manière. Il n'y a rien sur cette terre qui ne soit sous ma peau. La roche, l'arbre, tout vit sous mon épiderme. Il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de lointain. Tout est chair, nerf et os. Peut-être n'avais-je pas besoin d'être enceinte. À l'intérieur de mon corps s'abritait le monde entier. Ah, merci. Ah, mais écoute, alors, moi, moi, je suis en train de lire de la science-fiction, madame. Ah, Et je suis en train de découvrir l'œuvre de Ursula Le Guin. J'en avais parlé un petit peu à la radio la semaine dernière. Je suis encore là-dedans. Et je trouve ça extraordinaire. C'est une auteure américaine et qui écrit des romans qui, pour moi, des romans qui sont d'une grande actualité aujourd'hui. Et il y avait, et puis elle a le don de dire des choses dans des romans où je ne penserais pas trouver ce genre de choses-là, parce que c'est des romans qui parlent d'un sujet complètement différent. Et dans le roman, l'autre main, la main gauche de la nuit, il y a donc un personnage qui dit ça, et ça m'avait beaucoup touchée, je ne serais pas surprise, et qui dit ça. Comment peut-on haïr ou aimer un pays? Moi, j'en suis foncièrement incapable. Je connais des hommes, des villes, des fermes, des collines et des rivières et des rochers. Je sais comment les rayons du soleil couchant éclairent à l'automne les mottes d'un certain champ labouré au flanc d'une colline. Que vient faire une frontière dans tout ça? Ça ne rime à rien. Vérité en deçà, erreur au-delà. Voilà que je cite vos grands hommes. Pour aimer son pays, faut-il haïr les autres? Si oui, le patriotisme n'est pas une bonne chose. Si ce n'est qu'une forme d'amour-propre, alors c'est une bonne chose, mais dont il faut éviter de faire profession ou de faire parade comme d'une vertu. Et je pense que quand on voit ce qui arrive ici de notre côté, là, chez les Américains, ces paroles sont très, très pertinentes. Donc, je suis beaucoup dans la science-fiction. J'essaye de m'évader un petit peu tout en restant proche de la réalité, de ne pas tomber dans une espèce de détachement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance quand même. Et écoute, je ne sais pas si on nous permet, il y a quand même une question. Oui, il y a deux questions, dont une qui est belle là. Il y a une question mais en fait, les deux sont belles. Vraiment très importante qui est j'aimerais connaître le vin que vous buvez. Moi, il me semble que c'est une... Donc moi, je vais en parler. Je vais parler du vin que je bois. Je vais vous montrer même. Voilà, il est là. Vous voyez, il en reste quand même pas mal. Hein. J'ai pas bu la bouteille, ça va. C'est un vin qui vient de tout près de chez moi, de 20 km. C'est Agnès et Jacques Carroger qui l'ont fait, qui sont des vignerons de la vallée de la Loire. Et je l'ai acheté samedi dernier parce que ce sont des vignerons qui ne peuvent plus vendre leur vin du fait du confinement. Tous les salons ont été annulés. Et ils nous ont proposé un drive, les fidèles. Alors, je suis une de leurs fidèles, je dois l'avouer. J'aime beaucoup le vin. Et donc, je suis allée samedi dernier chercher ce très bon vin rouge d'Anjou et donc de la Loire, du domaine de la pannerie. Et c'est avec lui que j'ai passé, et vous, que j'ai passé cette merveilleuse heure avec mon amie Yara. J'adore comment tu prononces mon nom. Merci. C'est parce que tu prononces bien avec le bon accent tonique. Et moi, écoute, moi, je suis vraiment pas une spécialiste de vin. Alors, je vais simplement vous montrer la bouteille. Je n'ai pas d'histoire attachée à ça. Alors, c'est Domaine de l'Évêque Sauvignon Blanc. C'est quand même un vin blanc. Je ne sais pas si on le voit. Oups. C'est quand même un vin de Loire. Donc, finalement, j'avais tort. La France est bien au centre du monde. Alors, pour ce qui est du vin, peut-être.
Mais peut-être les Sud-Africains ne vont pas être d'accord. Les gens qui nous écoutent me pardonneront cette mauvaise blague. Non, on te donne tout, on te donne tout. Bon, mais écoute, je ne sais pas si tu as envie qu'on termine là-dessus. Je pense que oui. Là, merci beaucoup, Catherine. Ça a été tellement un plaisir de te parler. Ça m'a fait franchement du bien de passer une semaine à parler de ce qu'on a envie de parler. Je ne sais pas si on a réussi notre coup, mais moi, je suis contente. Je ne sais pas. Sarah, tu m'as permis d'échapper au corona. Un petit peu, pendant 1 heure au moins. Je me sens moins malade. Alors, un dernier ching-ching. Merci à vous tous qui nous avez écoutés, suivis. Et merci pour les belles questions. Lisez Je suis Ariel Sharon, c'est très important. Et débutant. Bye. Ciao. Bonne soirée.